Comment devenir un bon stratège? Pour penser le monde de façon stratégique, il faut en avoir le goût, mais il faut aussi, me semble-t-il, une qualité un peu différente, qui est le courage. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Bruno Jarosson, consultant en stratégie et auteur d'une trentaine d'ouvrages, notamment les leçons de commandement du général de Gaulle et de Sun Tzu à Steve Jobs, une histoire de la stratégie. Mon invité partage avec nous sa vision, nous donne les clés pour devenir un bon stratège en s'inspirant des personnages qui ont marqué l'histoire. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Je m'appelle Bruno Jarosson. Dans le civil, je suis consultant en stratégie, c'est-à-dire que j'aide les entreprises à définir leur stratégie, plutôt des petites et moyennes entreprises. Et ceci parce que bon, j'en ai le goût et la capacité, je crois, mais aussi par conviction, parce que j'ai la conviction que la stratégie est un facteur clé de succès essentiel pour une entreprise et un peu négligé au profit d'autres paramètres qui sont importants aussi, comme le management des ressources humaines. Mais une bonne organisation ne sauvera pas une entreprise qui a une mauvaise stratégie. Voilà. Par ailleurs, j'ai un vice impuni qui est l'écriture. J'ai écrit une trentaine de livres, des pièces de théâtre, ceci en rapport avec la stratégie ou la philosophie. La stratégie, comment, la définir? Pour moi, je vais borner ça au champ, de l'entreprise, c'est l'art du développement, heu, qui est un peu plus large, si vous voulez, que, enrichir son actionnaire. Créer de la valeur pour l'actionnaire, qui est la définition, stricte du rôle du chef d'entreprise qui définit la stratégie, c'est de maximiser la valeur pour l'actionnaire. Bon, c'est quand même un peu simpliste parce que ça souffre quelques dilemmes, court terme, long terme. Et puis finalement, il ne faut pas oublier les parties prenantes que sont les clients et les salariés, voire même l'environnement, parce que le bon stratège, c'est celui qui arrive à créer de la coopération entre ces différentes parties prenantes, c'est-à-dire maximiser le salaire pour l'actionnaire je dirais, en faisant n'importe quoi vis-à-vis de ses salariés ou de ses clients, comme on le voit un drame récent dans les EHPAD, ce n'est pas des stratégies très pérennes. C'est le 6e siècle avant Jésus-Christ, hein, Sun Tzu, et on voit que dès le départ, il y a une pensée extrêmement fine et assez contre-intuitive. Voilà, si les dirigeants russes lisaient Sun Tzu, peut-être que ça pourrait leur donner des inspirations un peu plus larges. C'est trompeur parce qu'en fait, c'est plutôt l'art de la paix, puisqu'il dit que la bonne stratégie, c'est l'art de gagner sans faire la guerre, c'est-à-dire obtenir un résultat en minimisant les efforts et les ressources, ce qui suppose pouvoir concevoir des stratégies indirectes, de minimiser les ressources, d'utiliser éventuellement la ruse et le mensonge dans des stratégies d'adversité. Donc, c'est surtout l'art de gagner sans combattre. Le meilleur général, c'est celui qui doit gagner sans combattre. Et celui qui va gagner en combattant le moins possible, qui va mieux utiliser ses ressources, c'est celui qui en sait le plus sur lui-même et sur l'adversaire. La clé de la stratégie militaire, en l'occurrence, on parle de stratégie militaire là, c'est l'information. Si je me trompe sur mon adversaire, si je me trompe sur moi-même, eh bien, je vais au-devant de grands déboires. Voilà. Donc, connais ton adversaire et tu connaîtras son victoire. Oui, alors Machiavel est assez mal vu, puisque
que ça a donné l'adjectif machiavélique qui serait finalement quelque chose de mal, le leader machiavélien. Bon, il est par essence mauvais parce que il s'autorise à mentir, à tromper et finalement à utiliser des moyens que la morale, sinon la loi, réprouve d'ailleurs, pour pour conquérir et garder le pouvoir. Alors, ceci, on le met à charge à Machiavel. À mon avis, il ne faut pas le mettre à charge à Machiavel, il faut le mettre à charge au pouvoir, c'est-à-dire qu'effectivement, conquérir et exercer un pouvoir, eh bien, suppose de savoir manipuler les différents facteurs. Donc, à l'occasion, comment dire, à l'occasion, mentir, tromper, ne pas voiler ses intentions, etc. En fait, ce qu'on pourrait dire de Machiavel, c'est qu'il vend la mèche, parce que la plupart des traités sur le pouvoir engageaient les princes à être vertueux, à mettre de la vertu dans l'exercice du pouvoir. Mais ce n'était qu'un discours, et d'ailleurs l'existence du discours prouve bien que c'est sans doute pas ce qu'il faisait. Bon. Donc lui, il va au cœur du sujet, il dit non, l'important, c'est pas la vertu. On ne va pas reprocher à un chef d'État de mentir, parce qu'un chef d'État, il ment de toute façon, ça lui arrivera, c'est inévitable. Et donc, il s'intéresse plutôt à la virtu, c'est-à-dire finalement à la force. Il dit, ce qui est important dans le pouvoir, effectivement, c'est déjà de ne pas se tromper sur ce qu'il est pour le conquérir, et pour l'exercer, ne pas non plus se tromper sur ce qu'il est, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas avoir des objectifs vertueux. Mais peut-être que pour atteindre mes objectifs vertueux, par exemple établir la paix, eh bien, je vais devoir avoir des moyens qui le sont moins. Si vous voulez, à l'origine de la stratégie, il y a quand même un paradoxe. C'est cette fameuse phrase des Romains, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que cette phrase est une banalité, alors qu'elle dit quelque chose de paradoxal. C'est comme si elle me disait, si tu veux aller au nord, pars vers le sud. Euh, C'est-à-dire, si tu veux une chose, prépare l'inverse de cette chose. Et comment se fait-il qu'une absurdité ou une contradiction soit en stratégie une banalité? Eh bien, parce que c'est la nature même de la stratégie qui est paradoxale. Donc, ce que dit Machiavel, c'est si vous voulez atteindre des buts vertueux, il faudra passer par des moyens qui ne le sont pas forcément. Oui, vous voyez cette grande naïveté de la politique américaine qui considère que le péché impardonnable d'un homme politique, c'est de mentir. Oui, sauf que c'est une norme qui est hors réalité, parce que chaque homme politique ment 10 fois par jour. Je vous souvenez l'histoire de la femme qui dit à son mari, je voudrais que tu me parles et que tu me dises la vérité. Il répond, il faudrait savoir. Clausewitz, c'est un officier prussien des périodes napoléoniennes, donc qui a fait la guerre contre Napoléon, qu'il a perdu et qui en a perdu. Et après, il a consacré son temps à essayer de comprendre la nature de la stratégie. Et il a posé un cadre qui, je dirais, a été dominant dans la pensée au moins jusqu'en 1918. Bon. Et que dit ce cadre? Il dit d'abord que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Alors, c'est une phrase qu'on reprend souvent, mais elle nous semble évidente. Il faut noter que c'est une phrase tout à fait révolutionnaire à son époque. Les hommes du XVIIIe siècle distinguaient bien la politique et la diplomatie d'un côté et la guerre, et ils considéraient que la guerre, c'était l'échec de la diplomatie. Donc, ce n'était pas la continuation naturelle. Et par ailleurs, il annonce une chose, c'est que effectivement, la guerre peut conduire à la montée aux extrêmes. Parce que aucun ne voulant céder, si les forces sont à peu près égales, et bien chacun est incité à aller plus loin dans la mobilisation.
Et ceci, c'est bien ce qui se passe à l'époque révolutionnaire et napoléonienne, c'est-à-dire que dans un premier temps, la France domine l'Europe parce qu'elle mobilise beaucoup plus sa population. Et dans un deuxième temps, l'Europe fait pareil et va finir par vaincre la France. Donc, le résultat de tout ça est effectivement une montée aux extrêmes. Alors, ce que n'a pas su Clausewitz, c'est qu'il y avait un autre paramètre qui allait rendre tout ça catastrophique, c'est le progrès technique et industriel qui a fait que pendant la Grande Guerre, la guerre de 14, la montée aux extrêmes a abouti au massacre industriel. C'est-à-dire que c'est une guerre qui a fait 20 millions de morts. Et comme on n'est pas sorti de cette logique, ça a donné la Deuxième Guerre mondiale qui a fait 60 millions de morts. Et donc, les Européens, après la Seconde Guerre mondiale, se sont dit, ben voilà, on va appliquer les idées de Clausewitz, et ça a fait 80 millions de morts. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas raisonner un peu autrement ? Et ça a donné effectivement des relations plus coopératives en Europe, et on est à presque 75 ans de paix en Europe. Voilà, jusqu'à la guerre en Ukraine. Bon, 75 ans de paix en Europe, ça faisait 22 siècles que ça ne s'était pas passé. Donc, depuis la première génération, depuis 22 siècles, à connaître ça, c'est quand même assez exceptionnel. Pareil. Et si on regarde l'autre côté, c'est que ces hommes politiques clausewitziens et ces généraux clausewitziens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont simplement envoyé tous leurs enfants à la mort. Je voudrais vous citer un exemple. Une histoire qu'on racontait pendant la guerre de 14, donc le général Édouard de Currières de Castelnau, qui était le numéro 2 de Kirchhoff, donc vous voyez un patronyme avec lequel on va loin en direction du prolétariat. Pendant la guerre de Verdun, il est avec ses officiers, et donc il en conférence, quoi. Et là, son ordonnance entre et lui dit « Mon général, votre fils vient d'être tué sur le front. » Et il y a une seconde de silence et il dit « Messieurs, reprenons. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on racontait cette histoire à la gloire de Currières de Castelnau. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous inspire cette histoire-là On se dit quel con, quoi. Et il se trouve que je suis père de 3 fils qui ont entre 20 et 35 ans, donc qui sont en âge d'être mobilisés s'il se passait ce qui s'est passé en 1914. Et pour moi, c'est monstrueux. L'idée que je pourrais contribuer à des décisions qui les enverraient se faire tuer le plus bêtement du monde devant des mitrailleuses me semble pire qu'étrangère, monstrueuse, enfin, relevée d'une espèce de perversion de la stratégie. Nous enregistrons donc en 2022 en pleine guerre en Ukraine. On voit bien que l'idée d'envahir un pays par la force pour le soumettre est une idée tout à fait clausewitzienne. Et on voit bien des gens qui vous disent l'escalade fera que ça va se finir en guerre atomique. Autre idée clausewitzienne à laquelle je ne souscris pas. Souvent, on me demande de faire une conférence stratégie militaire, stratégie d'entreprise. Et l'arrière-fond qu'il y a, c'est expliquez-nous que c'est la même chose. Ou que la stratégie militaire va inspirer la stratégie d'entreprise. Bon. C'est vrai que l'origine de la pensée stratégique vient du domaine militaire. Maintenant, on l'applique à d'autres champs, la géopolitique et l'économie pour les entreprises. Alors, je ne vais pas trop insister sur les points communs. Enfin, il y a quand même un point commun, c'est que la stratégie, c'est une forme d'esprit. C'est une façon de regarder le monde qui est commune des deux côtés, et c'est une façon de regarder le monde, je dirais, de façon kantienne, c'est-à-dire sans dimension morale. C'est-à-dire ce qui intéresse le stratège, c'est pas est-ce que c'est bien moralement ou est-ce que c'est mal moralement, c'est est-ce que ça va marcher ou pas. Comment ça marche, voilà. Et c'est là où je rejoins Machiavel. On ne peut pas dire que ce soit la notion du bien et du mal,
de la morale qui explique tout ce qui se passe dans notre monde. Pas que la morale ne soit pas un sujet important hein, dans nos vies, mais enfin, il se passe d'autres phénomènes. Alors, effectivement, là, en ce moment, j'ai des conversations avec ma femme sur la guerre en Ukraine. J'ai décrypté ce qui se passe stratégiquement et elle est complètement effrayée. Elle me dit, mais tu parles comme s'il n'y avait pas des milliers de morts, si ce n'était pas un drame humain, etc. Et je ne dis pas ça, et je ne dis pas que ce soit un drame, mais c'est vrai que ce n'est pas sur cet aspect-là que j'ai tendance à raisonner. Donc, ce qu'il y a de commun, c'est que c'est une façon de regarder le monde, d'analyser le réel sans mettre en priorité est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas, quelles sont mes émotions, bon. Mais comment ça se passe et comment je peux faire, je peux orienter les choses. Donc voilà, c'est ce qui reviendra à dire que la première qualité du stratège, c'est le réalisme, c'est pas le moralisme. Voilà. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut voir les différences. C'est que la stratégie militaire est dans le meilleur des cas un jeu gagnant-perdant, et c'est souvent un jeu perdant-perdant. Pourquoi ? Parce qu'on combat et on produit des destructions. Donc, on tue des hommes, on détruit du capital immobilisé. Et ce que je dis toujours à mes clients, c'est que votre métier, c'est de créer de la valeur. De la valeur pour vos clients, de la valeur pour vos actionnaires, de la valeur pour vos salariés. Donc, il faut toujours essayer de mettre en place des situations où tout le monde gagne. Donc, ce n'est pas du tout le même esprit. Et j'ai remarqué, un jour, un client m'appelle, il me dit « Oui, il y a mon concurrent allemand qui m'attaque, il fait ceci, il fait cela, il faut que je l'en foute plein la gueule, qu'est-ce que je fais ?» Il me dit « Qu'est-ce que je fais ?» Je dis « Rien. T'occupes pas de ce que fait ton concurrent allemand. Toi, ton boulot, c'est de faire de bons produits pour tes clients. La stratégie de ton concurrent, c'est son affaire, c'est pas la tienne. Tu n'es pas là pour détruire tes concurrents, tu es là pour développer ton entreprise. Focalise-toi là-dessus. Vous voyez, donc, je ne crois pas du tout à la notion de guerre économique. Je pense que c'est un terme trompeur. Quand on parle de guerre économique, on transpose à l'univers économique quelque chose qu'on a vu dans l'univers politique. Mais les concurrents ne se font pas la guerre. Je veux dire, vous allez dans un aéroport, vous voyez Hertz, Europcar, loueur de voitures, ils sont l'un à côté de l'autre, ils ne sont pas en train de s'envoyer des grenades. Et en fait, les concurrents ont en général un intérêt commun qui est le développement de leur marché. D'accord ? Donc, ils sont dans une situation qui est quand même beaucoup plus subtile que la guerre, qui est de la coopération et de la concurrence. Et c'est pareil pour les pays. Je constate qu'en 1827, il y a un économiste qui s'appelle David Ricardo, qui était anglais comme son nom ne l'indique pas, et qui a démontré un théorème dit des avantages comparatifs qui montre que le commerce entre les pays est bon pour l'ensemble des pays. Et pourtant, on continue à considérer le commerce international, qui est un mode de coopération et de création de valeur, on continue à le considérer comme quelque chose de nuisible. Dans les pays développés, la majorité des populations pensent que le commerce international est mauvais pour le développement économique du pays, ce qui a donné le trumpisme, etc., etc. Contre la théorie, mais aussi contre l'évidence. L'OMC a été créé en 1995 avec 92 pays, je crois que maintenant il y en a 162, donc il y a 70 pays qui ont rejoint depuis l'OMC, dont la Chine, excusez-moi du peu. Est-ce que c'est par pur masochisme ? Et si vous regardez la liste des 30 pays qui ne sont pas dans l'OMC, c'est à peu près les 30 pays les plus pauvres du monde. Donc, vous voyez, il y a une transposition à travers ces vocables de guerre économique du monde de la stratégie militaire à la stratégie économique qui est juste fausse. Dans l'économie, la stratégie, c'est l'art de créer de la valeur en coopérant avec ses clients, avec ses salariés, avec ses actionnaires, voire avec ses concurrents,
Donc, c'est le développement. Donc, c'est quand même pas tout à fait les mêmes raisonnements. Mais ce qu'il y a de commun, c'est qu'il faut un froid réalisme. Moi, ce qui me frappe déjà, c'est que il y a beaucoup d'entreprises où on ne réfléchit pas à la stratégie et d'autres où on y réfléchit mal. Donc, ce que je peux vous dire, grosso modo, on ne va pas compliquer le sujet. Pour moi, en stratégie, il y a l'école visionnaire et l'école réaliste. Et j'appartiens à l'école réaliste, comme vous l'avez compris. Alors, c'est très bien d'annoncer ça dans une conférence parce qu'en général, j'annonce ça dans les 30 premières secondes, ce qui fait que je me mets tout le public à dos en 30 secondes. Donc, parce que, évidemment, dans les idées reçues, c'est que le stratège est un visionnaire. Et effectivement, quand on dit dans une entreprise, on va réfléchir à la stratégie, on veut dire, bah oui, on va poser 3 questions. Quelle est notre vision? Quelles sont nos missions? Quelles sont nos valeurs? Et bon, voilà, c'est pas du tout mon approche. Je considère que dans un champ concurrentiel, grosso modo, il n'y a que 2 grandes stratégies génériques qui se combinent. Il y a les cas des effets d'échelle, c'est-à-dire vous êtes dans une situation, dans un type de métier où plus vous êtes gros, plus vous baissez vos coûts. Et à ce moment-là, la stratégie sera orientée sur la taille, la croissance externe horizontale, des choses comme ça. Et il y a l'autre façon, si vous voulez, il y a 2 façons de s'exercer dans le champ concurrentiel. Je peux faire la même chose que mes concurrents pour moins cher, donc ça c'est les stratégies de coût et d'effet d'échelle, et je peux faire mieux que mes concurrents et vendre plus cher. Donc ça c'est ce qu'on appelle les stratégies de différenciation. Et ces 2 stratégies, il y a des cas où ça se combine. Bon, grosso modo, aujourd'hui, tout le monde pense qu'il n'y a qu'une stratégie qui existe, c'est la différenciation. Dès qu'on parle d'une entreprise, c'est quelle est votre différenciation? Moi, ce que j'ai découvert sur le terrain, c'est que le driver principal du succès, c'est quand même plus souvent les effets d'échelle. Donc là, je travaille pour 2 fonds d'investissement. Et on a défini leur stratégie d'investissement et ça se passe très bien pour eux parce qu'on a réorienté les stratégies d'investissement beaucoup plus sur les effets d'échelle et beaucoup moins sur les différenciations. Bon, mais c'est vrai qu'en France, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais on a souvent un biais d'appliquer les mauvaises stratégies. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est qu'il y a 20 ans, la France était le premier producteur agricole en Europe. Aujourd'hui, elle est dépassée par l'Allemagne, l'Allemagne est quand même un pays beaucoup plus petit, moins de surface agricole, un climat moins favorable. Comment se fait-il qu'ils aient plus de production agricole aujourd'hui que nous, plus d'exportation? Enfin, c'est lamentable du point de vue stratégique. Alors, la réponse, elle est simple. C'est que depuis 20 ans, on dit aux agriculteurs, faites des produits de la différenciation, faites du bio, vous vendrez plus cher, etc. Sauf que le bio est en train de s'effondrer parce que il n'a jamais représenté que 10% du marché. Et les Allemands ont eu des stratégies d'effet d'échelle, c'est-à-dire ils font des fermes de 10 000 hectares, des élevages de 10 000 vaches. Voilà. Bon. Donc, au moment où il apparaît que pour gagner dans un secteur, il faudrait avoir des stratégies d'effet d'échelle, nous, on s'est orienté vers les stratégies de différenciation. J'entends ça tout le temps. Il y a cette tendance à, à ne pas tenir compte de la réalité, qu'est-ce qui va marcher, mais plutôt de ce qui me plaît. Voilà. Donc, ce qui nous plaît, c'est de faire des discours sur les stratégies de différenciation. Bon, mais voilà, moi, je suis un réaliste. Je regarde ce qui marche.
Et effectivement, il y a enfin, le client dans la vie qui j'ai fait le plus beau développement, puisque c'est un client qui est passé de 60 millions d'euros à 1 milliard. Et le premier truc que je lui ai dit, c'est arrêtez de réfléchir à votre différenciation. Parce que dans son métier, c'est pas comme ça que ça marchait. Bon, voilà, et je continue un peu là-dedans. Donc, c'est finalement, non pas dans un secteur d'activité, regarder ce qui marche, comment ça doit marcher, quelles sont les règles du jeu, et les appliquer indépendamment je dirais, des goûts, des émotions que j'ai. Je travaille actuellement pour des groupes de distribution dans la bijouterie de fantaisie ou le textile. Et c'est vrai que je vois bien en interne, les gens préfèrent discuter des produits que de discuter de la logistique. C'est plus valorisant quand vous vendez des bijoux de faire des réunions sur le style des bijoux que sur l'efficacité de la logistique. Mais oui, Amazon, c'est typiquement une entreprise. Mais vous vous souvenez, enfin, on nous a expliqué pendant 10 ans qu'ils n'y arriveraient pas. Tout leur business est fondé sur les effets d'échelle. Et il se trouve qu'ils ont découvert qu'à partir du moment où je vends sur Internet, j'ai un double effet d'échelle. C'est-à-dire j'en ai un dans la logistique, mais j'en ai un aussi dans la conquête des clients. Euh, donc, euh, donc, inévitablement, ils prennent des parts de marché et ils gagnent et ils vont gagner. Oui, alors Steve Jobs, c'est intéressant parce que quand je dis il y a l'école visionnaire et l'école réaliste et j'appartiens à l'école réaliste, on me fait toujours la même objection. Elle sort toujours, oui, mais et Steve Jobs? Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que celui qui me fait cette objection pense qu'elle est originale et que c'est la première fois qu'on me l'a fait, ce qui montre que les hommes ont tous la même façon d'être originaux. Bon. Effectivement, Steve Jobs est un dirigeant visionnaire. Ça, je crois que c'est assez clair. Il avait des visions de ce qu'il fallait faire qui se sont révélées justes. Bon, on va quand même tempérer un peu les choses. D'abord, Steve Jobs a mis 2 fois Apple en faillite. Donc, c'est vrai que quand je travaille avec un chef d'entreprise, j'essaye d'éviter toutes les idées qui pourraient mettre l'entreprise en faillite. Bon, ça me semble un point très important dans la stratégie. Bon. Il a mis 2 fois l'entreprise en faillite. Vous remarquerez que là, Steve Jobs est décédé en 2011 et que c'est depuis qu'Apple gagne beaucoup d'argent. Et c'est beaucoup développé. Donc, Steve Jobs était sans doute un visionnaire fulgurant qui a eu des idées extraordinaires. C'était pas un si grand développeur que ça, parce qu'il a fait, quand il a fait le Macintosh, il avait quand même un produit très supérieur à tout le marché. Il n'a pris que 10% du marché parce qu'il a voulu rester dans un univers clos, ce qui a été une grosse erreur stratégique. Bon. Enfin, voilà, donc pour conclure sur Steve Jobs, c'est un personnage tellement singulier, comme il y en a un par génération. Je ne sais pas ce qu'on peut tirer de ça de façon plus universelle. Dire, bon, Steve Jobs, qu'est-ce que je peux en tirer? Il y en a un par génération. Bon, il se trouve que je suis né la même année que lui. Donc, voilà, lui, c'était le génie de ma génération. La place est prise. Moi, je suis qu'un un besogneux qui travaille les besogneux pour essayer de faire des choses qui marchent à peu près. Voilà. D'abord, il faut être convaincu que c'est par la stratégie qu'on gagnera. Vous savez, moi, ça m'arrive de faire des conférences
stratégie devant des chefs d'entreprise, et je m'aperçois que 90% d'entre eux ne sont pas du tout sensibles à ça. Ils disent non, non, mais votre truc c'est bien, mais ce qui est important, c'est de s'occuper des hommes. Alors je leur dis oui, c'est important de s'occuper des hommes, mais je ne suis pas venu vous parler de ça, je vous parle de la stratégie. Non, bon, ça ne leur parle pas du tout. Alors, bon, donc, déjà, j'ai une conviction forte, c'est que la stratégie pour une entreprise, c'est un des 2 facteurs clés de succès. Le deuxième étant l'organisation, le management des hommes, si vous voulez. Et j'ai quand même la conviction que la stratégie, c'est plutôt une activité à effet de levier, c'est-à-dire souvent, il faut travailler un peu pour progresser beaucoup, tandis que dans l'organisation et le management des hommes, qui est aussi important, il faut travailler beaucoup pour progresser un peu. Bon, donc déjà, il faut croire ça et vouloir s'y intéresser. Deuxièmement, il faut acquérir les modes de raisonnement à partir des réalités et non pas faire mission, vision, valeur. C'est-à-dire là, je pars de mes désirs quand je fais ça. Mais c'est pas ça le sujet. C'est voilà, si j'investis sur tel marché en Italie, est-ce que je pourrais faire jouer suffisamment les effets d'échelle pour arriver à un prix de revient qui fera que je vendrai mes trucs avec bénéfice. Donc, il y a quelques modes de raisonnement, hein, j'explique dans mon livre, qui ne sont pas pour moi d'une complexité inouïe. Mais je constate à ma grande surprise, si vous voulez, c'est que quand je suis réunion d'investissement d'un fonds d'investissement et je suis face à des jeunes gens bien formés, ils ont 30 ans ou 35 ans, ils ont fait HEC, bon, et ils n'ont pas de raisonnement stratégique. Ils ont simplement 2-3 trucs qu'ils ont appris à l'école. Il faut regarder l'attraction, le churn, enfin bon. Mais c'est vrai que pour moi, ce sont des discussions un peu surprenantes, quoi. Et voilà, ils pourraient s'y intéresser plus, acquérir un peu mieux les modes de raisonnement qui leur éviteraient de faire quelques bêtises parfois ou de passer trop de temps sur étudier un investissement qui, de toute façon, ils ne feront jamais parce qu'il est absurde. Les personnages contemporains, c'est toujours un peu compliqué. On ne sait pas tout et on ne sait pas comment ils vont évoluer. Bon. Je vais me mouiller, dire un truc. Je trouve que notre président actuel, Emmanuel Macron, en politique, est un excellent stratège, c'est-à-dire avoir réussi à 38 ans ou 39 ans à être élu président de la République sans avoir été Premier ministre précédemment, sans avoir de parti, et il a été ministre de seulement 2 ans avant. Il a peut-être eu un peu de chance, mais ça relève d'une certaine habileté dans l'art de conquérir et d'exercer le pouvoir. Et vous remarquerez que c'est marrant, mais si on regarde sa réélection, il n'a pas fait d'erreur. Finalement, il a maintenu sa popularité ou son socle pendant son mandat. Bon. Donc, il est arrivé à l'élection dans une position qui n'était pas si mauvaise que ça. Mais ce qui arrive souvent quand même quand je suis le sortant, c'est que j'ai beaucoup de pièges devant moi dans lesquels je peux tomber. Et donc, effectivement, si on regarde en septembre 2021, 8 mois avant l'élection, sa position n'est pas mauvaise, mais il y a tellement d'erreurs qu'il peut faire, de trucs qui peuvent lui tomber dessus, de gens qui vont lui mettre des choses trappes, etc. Je remarque qu'il est arrivé au bout sans baisser en popularité. Donc, je trouve qu'il restera sans doute dans l'histoire comme un politique habile, quoi, qui arrive bien à... Bon.
et qui a été aussi pas mauvais dans la façon de se sortir d'une situation difficile avec les gilets jaunes. Bon. Voilà, alors en faire politique, je ne veux pas dire que je l'adore, c'est pas, je suis là pour faire sa promotion, ni vous dire que c'est tout ce qui est la politique qu'il mène, me semble génial, c'est pas du tout, parce que parfois je dis ça, on me dit: «Ah oui, vous aimez bien Macron». C'est pas justement, je le regarde en stratège, je dis: «J'ai pas à l'aimer ou ne pas l'aimer». Je regarde ce qu'il fait, je le trouve plus doué que les autres. Euh, bon, d'ailleurs, c'est le seul qui s'est fait élire hors période de cohabitation depuis 1965. Donc, c'est pas tout à fait rien. Voilà, Churchill, vous lisez ses mémoires. Bon, grand politique, grand stratège. Et si vous voulez lire les mémoires de Churchill, alors c'est très très long, puisque moi je les ai en 12 volumes, mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est ces mémoires de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Période moins connue. Et là, on voit vraiment de l'analyse stratégique, vraiment le raisonneur en stratégie. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle 4 stratèges dans la Seconde Guerre mondiale, où je fais une étude comparée comment ont raisonné Staline, Hitler, Churchill et Roosevelt sur 12 moments clés de la Seconde Guerre mondiale. Quels étaient leur mode de raisonnement et comment ils se positionnaient par rapport à 5 erreurs stratégiques fondamentales. Ce qui me permet un peu de faire un peu le bulletin de notes, et le bulletin de notes de Staline n'est pas mauvais. Et d'ailleurs, le résultat de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même que c'est Roosevelt qui avait le meilleur jeu, et c'est quand même Staline qui est parti avec la mise. Si vous lisez ce qu'a écrit Kissinger dans Diplomatie sur Yalta, oui, Roosevelt a été très mauvais à Yalta, mais ça vient de loin. Ça vient que son analyse stratégique de la situation était wilsonienne, qui est par opposition à la réole politique. Et ça a été un échec en 1919 et ça n'a pas été terrible du point de vue stratégique dans la Seconde Guerre mondiale. Kissinger a développé ça de façon très brillantissime. Ah oui, alors vous me demandez qui est brillant en stratégie, oui, évidemment. Alors, diplomatie de Kissinger, c'est un sommet. C'est un sommet d'intelligence. Ça ne fait que 750 pages, grandes pages écrites petites, et je vous garantis que chaque paragraphe, faut le lire pour bien le comprendre. Donc, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas le temps de lire des livres courts, lisez Diplomatie de Kissinger. En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que je crois pour penser le monde de façon stratégique, il faut en avoir le goût, mais il faut aussi, me semble-t-il, une qualité un peu différente, qui est le courage. Parce que on affronte tout le temps les préjugés, et puis on affronte cette idée-là, c'est que le réel contraint nos désirs et nos rêves. Et donc ça, c'est pas une idée forcément très marrante. On est confronté aux limites. C'est vrai que travailler sur la vision, faites-moi part de vos rêves, etc., c'est c'est peut-être un peu plus fun. Donc je trouve que le réalisme demande du courage. Merci à Bruno d'avoir accepté mon invitation, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'AZAP.